Première partie avec les questions de Thierry Belmont, Alexandra Gardner, la directrice du Poémar, le pôle d'export de la musique et des arts, est notre invitée ce matin. Première partie et deuxième partie dès 7h06 avec vos questions. Thierry Belmont. Bonjour Alexandra Gardner. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Ce mois des musiques actuelles, il est organisé davantage pour les artistes et les professionnels. Oui, c'est vraiment un ensemble d'actions qui est destiné aux artistes et acteurs du secteur musical calédonien. L'occasion de réfléchir sur l'export de la musique locale. Alexandra Gardner, pourquoi on n'y arrive pas ? Ah, oui, ce sont plein de questions qui arrivent et surtout plein de perspectives qui arrivent et qui donnent des pistes et de travail très, très intéressantes. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'y arrive pas complètement. C'est vrai que je réécoutais mon discours de tout à l'heure où je me disais que j'avais été peut-être pas assez nuancée dans mes mots, peut-être un peu dur. On y arrive parce qu'il y a quand même malgré tout, le Poémar soutient une dizaine de projets musicaux par an, tous styles confondus, et vers différentes destinations, que ce soit aussi bien dans le Pacifique que vers l'Europe. Donc malgré tout, on y arrive. Ce qu'on n'arrive pas, à mon sens, c'est à inscrire la musique et les artistes dans un développement de carrière à long terme. Ça vient aussi certainement du fait qu'il est difficile aussi de vivre de son art en Calédonie et donc d'offrir des perspectives et surtout un environnement professionnel qui permet de s'exporter. Donc il y a plusieurs choses. Après, il y a aussi, donc ça c'est vraiment l'environnement professionnel qui entoure l'artiste. Après, il y a aussi le contenu musical, effectivement, qui est proposé. Quand on propose ce contenu, alors pareil, tout style confondu, qu'on parle aussi bien de musique identitaire, donc de Kaneka, ou autant de musique actuelle comme le hip-hop. Oui, vous disiez tout à l'heure dans votre réaction dans le grand journal de 6h30 qu'il y avait un manque de créativité en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de recherche. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on propose en contenu musical, ça propose des couleurs qui sont un petit peu datées, en fait, qui se sont arrêtées dans les années 90. Alors, ça s'explique parce que c'est aussi une musique jeune. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour se flageller et se faire du mal et se dire « Oh mon Dieu, on n'y arrive pas ». C'est qu'il faut regarder ça accompagne l'histoire de la Calédonie, ça accompagne le fait que ça reste une musique jeune. Pour se renouveler, il faut être en contact avec les autres. C'est un petit peu ce que vous dites. Et pour cela, il faut partir, il faut s'exporter. Il faut forcément partir et après, il faut... avant même de s'exporter, je pense qu'il faut être surtout curieux des diverses musiques que peuvent proposer le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'en restant en Calédonie, on peut être curieux et voir ce qui se passe ailleurs ? Oui, avec exactement. Les nouvelles technologies, par exemple, avec les nouvelles technologies, on y arrive très très bien, mais est-ce que c'est pas le rôle des médias aussi ? Du coup, je vous retourne la question d'offrir une culture musicale qui permet aux artistes de s'imprégner de différentes cultures et de voir comment la musique évolue dans différents pays et de s'en inspirer. Le constat n'est pas nouveau, cette musique qui a du mal à s'exporter. J'ai un article là qui date de 2014 qui parle de 5 musiciens sénélodes du groupe de Marée, et qui disent ceci: on part comme ça en métropole, on doit tout organiser nous-mêmes, on aimerait avoir un tourneur par exemple, mais c'est pas possible. Ils disent qu'ils comptaient sur le bouche à oreille. C'est en 2014. 4 ans après, les choses ont changé ou pas pour les artistes ? Alors, chez les NED est quand même très régulièrement soutenu dans leur projet d'export. C'est vrai que c'est peut-être plus un soutien financier. Après, on sait que sur place, ils ont un relais qui leur permet de programmer des dates. Ils le disent, Poémar, le Poémar, vous les avez aidés. Vous avez pris en charge, par exemple, 2 des 5 billets. Mais les musiciens, par exemple, partaient sur leurs fonds propres. Oui. Est-ce que la situation aujourd'hui pour les artistes est si compliquée que ça ? Ah oui, elle est très compliquée financièrement. On a donc vraiment du changé. mal. Non, ça n'a pas changé. Surtout avec les restrictions budgétaires qui nous touchent depuis 4 ans. Je dirais même que la situation financièrement a empiré. Là où avant, je dirais que la musique locale, elle a un public, notamment dans le Pacifique, sur des îles comme par exemple les Salomon ou le Vanuatu, le Kaneka rencontre a vraiment un public. Pour le coup, ce sont des pays qui n'offrent pas un modèle économique satisfaisant, c'est-à-dire où encore une fois, on va pouvoir vivre un petit
peu de la tournée qu'on met en place. Ça va sous-entendre que la Nouvelle-Calédonie soutienne pratiquement à 100% le projet. Quand on va au festival Festnapoan du Vanuatu, il n'y a pas de cachet. Donc ça veut dire que quand on y va, soit on s'apprête à jouer à perte, gratuitement, pour le plaisir d'avoir partagé ce moment-là, ou soit il faut trouver quelque part des partenaires ici en Calédonie qui vont permettre de soutenir le projet. Donc la situation financière reste quand même compliquée. Ce qui pour moi est le plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de perspective en fait sur le marché calédonien du fait de son étroitesse. On a peu de perspectives de diffusion. Une fois qu'on a fait les quelques grandes scènes qui peuvent accueillir un groupe qui se dit professionnel, faire 2 ou 3 dates dans les bars, et encore on est dans une catégorie qui fait qu'on n'est pas toujours très bien sonorisé. Voilà, il manque de l'accompagnement technologique. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a sorti l'album, on a peu de perspectives. Et comment travailler quand on sait qu'une forme artistique doit absolument travailler et avoir énormément de répétitions pour être parfaite et pouvoir se présenter avec un public différent, du coup, ces perspectives-là, on les a pas. Oui, c'est compliqué. Alors, il faut que les artistes soient plus curieux, il faut que les médias jouent leur rôle également, comme tente de le faire NC Première, Nouvelle-Calédonie la Première. Et puis, peut-être qu'il faut également des gens pour aider ces artistes-là, peut-être des managers qui fassent l'interface, qui s'occupent... Effectivement, il faut des managers. C'est un petit peu le rôle qu'on veut confier au Poémar. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tourneurs, effectivement, nous ne sommes pas managers. Nous essayons là de mettre en place des dispositifs qui vont réellement identifier les artistes qui ont un potentiel à l'export et comment on peut les accompagner jusqu'à qu'ils aient atteint ces scènes tremplins et qu'ensuite ils puissent être autonomes avec un environnement professionnel qui prend les choses en main. Effectivement, ça demande encore une fois des moyens humains, des moyens financiers qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est le grand problème. Je crois que c'est pas de la faute de quelqu'un en particulier. Je crois que chaque dispositif qui est en place a sa part de responsabilité et chacun doit y mettre les moyens pour continuer l'accompagnement. Je pense notamment au niveau de l'enseignement. Comment on travaille cette culture musicale justement avec les élèves auprès de qui on enseigne la musique et qui sont les futurs musiciens de demain. Donc il y a vraiment plein de pistes sur lesquelles on peut aller travailler et apporter un soutien. L'enseignement, ce n'est pas seulement dans les écoles spécialisées, il faut que l'enseignement se fasse également à l'école publique. Exactement, et puis l'enseignement spécialisé, ça n'est pas que l'enseignement d'une pratique de l'instrument, c'est l'enseignement du son, de la production sonore, de les différents sons qu'on peut en faire, comment on travaille l'amplification du son. Donc ça n'est pas que de la pratique d'instruments, c'est-à-dire on doit vraiment toucher à tous les domaines qui touchent le son. Et c'est pour aider ces artistes, ces professionnels, que vous faites venir Mounir Kabadj. Voilà, en gros, c'était... C'est qui Mounir Kabadj ? Alors, Mounir Kabadj, il est directeur et fondateur de l'agence Ginger Sounds. Donc, c'est une agence de booking, principalement, mais pas que. C'est-à-dire qu'il a dans son catalogue une vingtaine d'artistes issus vraiment du monde entier, des artistes qui sont profondément ancrés dans leur musique, de leur culture. Donc, il travaille avec eux, soit il est tout simplement le booker, soit il va un petit peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'il est le producteur, il va les accompagner dans tout le cycle de production de leur projet musical. Et puis à côté de ça, cette agence propose aussi un petit peu de l'accompagnement en médiation culturelle et de la formation. Donc c'est vraiment avec cette carte-là, et puis de toute façon avec toute l'expérience et l'expertise de Mounir dans tous les domaines qui touchent le développement au projet musical, qu'on l'a fait venir pour avoir un regard et réfléchir ensemble aux perspectives, justement. Et il va accompagner notamment 2 artistes, Sacha Terra et Siman Wenetem, dans la direction artistique. Vous nous direz dans un instant, c'est quoi la direction artistique exactement, et ça va faire. Qu'est-ce que c'est que son accompagnement, Vous restez avec nous, Alexandra Gardner, directrice du Poémar. Et c'est la directrice du Poémar, le pôle d'export de la musique et des arts, Alexandra Gardner, qui est notre invitée ce matin. Le standard est ouvert. Vous avez 10 minutes, si vous le souhaitez, pour prendre votre téléphone, nous appeler, nous poser une question, le 258-258. On compte sur vous. À tout de suite, Thierry Belmont. Mounir Kabadj, qui est donc ici, vous l'avez fait venir. Alexandra Gardner, il est spécialisé dans la production de spectacles, notamment. Il accompagne les artistes, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant. Il va accompagner donc
donc Sacha Terra, deux artistes locaux, et Simon Wenethem, dans la direction artistique. Qu'est-ce que la direction artistique? C'est un bien grand mot. Ça touche à plusieurs activités autour d'un projet musical. Là, essentiellement, on va se centrer sur le contenu musical. La direction artistique peut aussi toucher l'aspect visuel que l'on veut donner à son style. Mais là, ça sera uniquement plutôt musical. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu et de savoir retranscrire ce qu'a l'artiste dans sa tête, de savoir le retranscrire et de l'accompagner à mettre de la cohérence dans tout ça. Parce que ça s'apprend, évidemment. Et tout ça s'apprend, mais c'est même pas que l'artiste doit forcément l'apprendre. Je dirais que plus on aura des professionnels autour de ça qui auront du recul par rapport à la proposition artistique, plus on arrivera à mettre de la cohérence. C'est extrêmement difficile pour un artiste, à un moment donné, d'être créatif, c'est-à-dire de libérer son cerveau de toute contrainte ou d'essayer de créer dans un espace contraint. Il y a plusieurs façons de le voir. Et puis ensuite, de prendre du recul sur sa production et d'être objectif par rapport à ce qui se passe. C'est complètement contradictoire au final. Donc plus on va avoir des professionnels autour d'un projet qui sont au service du projet, et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que des fois on peut se retrouver avec des professionnels qui sont plus au service de ce qu'ils ont eux envie de produire, et là pour le coup ça peut être un peu conflictuel, mais plus le professionnel est vraiment au service du projet, à l'écoute de ce que veut produire l'artiste, et il va l'accompagner à mettre de la cohérence, à essayer de relever les points positifs, les points négatifs, comment on travaille tout ça et comment on l'aide à tout simplement à accoucher. Je pense qu'on peut vraiment parler d'accouchement de projets et de création. C'est un petit peu ce qu'on avait finalement à l'époque avec les studios de production. Il y avait un accompagnement, il y avait des professionnels qui étaient là pour guider les artistes. Et peut-être ce qu'on a un petit peu perdu avec les nouvelles technologies, puisqu'aujourd'hui on peut enregistrer son album à la maison, on le fait tout seul généralement. Le travail d'équipe porte toujours ses fruits, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que l'apport technologique amène une facilité effectivement d'enregistrement où très facilement à la maison on peut faire plein de choses soi-même. Alors c'est bien parce que ça popularise les choses, ça permet vraiment l'émergence de talents. Moi j'y suis assez favorable, mais pour le coup après je pense que c'est là où on va franchir la limite entre amateur plus et professionnel, c'est-à-dire que le moment où on va savoir s'équiper d'une équipe, où on a l'occasion aussi de s'équiper, de s'entourer d'une équipe, c'est pas toujours évident, et puis d'avoir ce regard professionnel et bienveillant sur sa production pour l'amener dans du développement, tout simplement. Et pour s'exporter aujourd'hui, est-ce que les artistes doivent s'allier avec ces nouvelles technologies? On voit beaucoup d'artistes aujourd'hui qui utilisent YouTube, qui utilisent des blogs, etc., qui utilisent Internet, tout simplement. Les artistes locaux doivent s'y mettre? Il faut absolument s'y mettre, mais pour ça veut dire bien travailler le visuel, parce que YouTube, c'est effectivement... Alors, soit on a deux façons de consommer du YouTube, soit on y va et on appuie play uniquement pour avoir le son, ou aussi, il y a aussi un contenu audiovisuel avec le net, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir travailler, c'est-à-dire amener une production professionnelle sur ce contenu visuel, c'est tout aussi important. Il faut effectivement savoir s'en emparer parce que c'est la carte de visite de demain. Je veux dire, avant, on avait souvent la télé pour ça. Et encore, il fallait pouvoir y arriver. Pareil, encore, il fallait pouvoir amener une production professionnelle. Alors, mais on avait cet espace. Artistes qui réussissent quand même grâce à la télé. Oui, bien sûr. Oui. Il y a Goulan, par exemple, il était connu en Nouvelle-Calédonie, et puis il a fallu cette émission-là pour pouvoir... pour qu'on le reconnaisse. Pour qu'on le reconnaisse à nouveau. Oui. The Voice. Oui. Avec The Voice, oui. Après, oui, ça, je veux dire, il y a plein de moyens d'y arriver, mais là, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, la télé, on n'a pas, tout le monde n'y a pas accès. On y a peut-être plus facilement accès dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie. C'est là où on peut avoir plus de chance. Après, quand on est sur des territoires comme la métropole ou des grands pays, effectivement, atteindre la télé, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, l'internet reste un moyen de pouvoir proposer et divulguer son projet musical. Là aussi, il y a des stratégies de développement sur le net qu'il faut savoir mettre en place. Le Canigou
Kaneka est né dans les années 80. Il a été largement accompagné, notamment par notre chaîne de télévision et de radio dans les années 85-86. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on entend du Kaneka, du reggae aussi, avec les groupes locaux. Finalement, ce qui manque à la musique locale, est-ce que ça ne serait pas le tube, la chanson, qui va permettre à un Calédonien d'être connu dans le monde entier et de faire connaître notre musique, notre rythme? Bien sûr, ça a été fait plus ou moins avec David Leroy, Daddy DJ, avec Goulan, avec Edu, Julia Paul, mais il n'y a pas eu le tube encore. Peut-être que c'est ça qui manque. Bah, je crois pas. Je pense que si le tube avait existé, je pense qu'on l'aurait repéré. Et vous parliez de curiosité et d'imagination aussi tout à l'heure. Oui, exactement. Non, je pense que si le tube avait existé, et on en a eu des tubes locaux, et puis qui ont surtout voyagé autour dans le Pacifique. C'est ça. Mais moi, je parle du tube, celui qui fait le tour du monde, quoi. Oui, alors je pense que là, on est vraiment malheureusement, même si on essaie de contraindre ça, il faut passer par des codes musicaux qui vont permettre d'atteindre certains publics. Le son du Pacifique, encore une fois, je le disais, il est vraiment adapté au goût du Pacifique, si on veut. Et le goût du Pacifique, je parle vraiment des îles, je parle pas encore de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui ont une façon de consommer peut-être un peu plus européenne, sauf en Nouvelle-Zélande où on est très très fan de reggae. Donc là, cette scène-là, elle peine pas du tout à se développer vers ce pays. Mais voilà, il y a des goûts, il y a des codes qu'il faut savoir intégrer dans sa musique, tout en ne craignant pas de la diluer, je dirais. C'est pas parce que on va aller chercher un certain traitement de son qui permet une écoute plus facile d'un certain public en Europe, par exemple, qu'on va maltraiter sa musique. Au contraire, c'est chercher des voies possibles, des voies de enrichir sa musique. Mais est-ce que les artistes, finalement, la question se pose là aussi, est-ce que les artistes locaux, finalement, recherchent forcément le tube? C'est pas forcément dans leur façon de faire, dans leur cheminement? C'est surtout que je dirais que la musique, si on prend le cas du Kaneka, c'est une musique qui est extrêmement populaire en Nouvelle-Calédonie, ça plaît. Donc du coup, c'est difficile de comprendre pourquoi cette musique populaire dans son pays n'arrive pas à traverser des frontières. Mais une musique populaire ne veut pas dire pour ça une musique qui peut aller atteindre tous les marchés. Et puis c'est surtout que pour atteindre ces marchés, on passe par des professionnels qui, eux, ont cette écoute et se disent non, je sais très bien que cette musique-là, dans sa forme actuelle, ne va pas pouvoir passer certaines étapes. Et puis après, encore une fois, comme je disais, il n'y a pas que le contenu musical, il y a aussi tout l'environnement professionnel de l'artiste et voir comment il est prêt, lui aussi, à passer certaines étapes. Parce qu'on n'imagine pas, en fait, toute la multitude de choses et de travail qu'il faut pouvoir fournir après la production musicale. Les artistes qui, justement, ont fait des concessions, qui ont passé certaines étapes, ils restent finalement trop rares. Alors, on a toujours le même qui revient en tête, c'est Paul Wameau. Et pour cela, il a dû partir. Oui. Il devait partir d'abord pour 2 ans en résidence, et puis finalement, il y est resté. C'est ça, finalement, aussi, faire des concessions? Oui, je pense vraiment qu'il faut aller se frotter aux difficultés des marchés que l'on cherche à atteindre. Paul a très très bien compris que s'il restait en Calédonie, et je pense que c'est de loin ce qu'il aurait préféré faire, c'est-à-dire rester en Calédonie, pouvoir créer dans sa source naturelle, et ensuite partir tout simplement pour faire tourner sa musique. Il se trouve que ça amène des contraintes, c'est-à-dire que ça coûte très très cher de rester en Calédonie et de payer beaucoup de billets d'avion pour pouvoir aller et venir. On n'a pas forcément tout l'entourage professionnel qui permet de produire au mieux sa musique. Non pas parce qu'il n'y a pas de compétences, mais c'est qu'à un moment donné, encore une fois, comme le marché est limité, il y a des métiers de la musique qui n'existent pas en Calédonie et qu'on retrouve sur d'autres marchés. Donc c'est là où on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un projet musical professionnel et à mesurer tout ce que ça veut dire et donc à pouvoir fournir tout le travail qui convient. Et c'est pour ça qu'un artiste comme Paul, mais on peut aussi citer Marcus Gad, on peut aussi citer Jason Miss qui vient de quitter le territoire pour aller, pareil, se frotter au marché européen. Alors il y a d'autres artistes qui devraient suivre le pas peut-être, on pense mais peut-être c'est Julia Paul, Tissia, enfin il y a des artistes qui ont de la valeur, du potentiel, j'imagine.
Et qui reste en Calédonie, c'est peut-être pas et le qui choix reste à en faire. Calédonie. Julia fait régulièrement l'aller-retour, mais encore une fois, Julia a besoin, à mon sens, d'être accompagnée sur son contenu musical, malgré tout, et puis sur son environnement professionnel. Donc c'est un petit peu le choix qu'a fait Mounir, parce que justement, on parlait des artistes qui va accompagner. Donc il y aura Sacha Terra, il y aura Siman Wenetem, qui a un très très beau projet d'album slam, aux couleurs des musiques traditionnelles. Alors au contraire, Siman, lui, sait très très bien s'emparer de toute cette richesse pour la proposer au public. Et puis il devait aussi y avoir un travail entre Mounir et les musiciens de la FMI, de l'association de formation des musiciens intervenants. Non, ça ne se fait plus pour vraiment, il y a un problème de planning. On n'arrive pas à trouver, à avoir 2 ou 3 jours de suite pour travailler ensemble. Donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, Mounir, qui a entendu le concert de Julia Paul qu'elle a proposé au Château Hagen il y a une dizaine de jours de ça, il y a même pas une semaine, non, a proposé quand il a vu l'état du projet, quel avancement il a proposé de continuer à l'accompagner, parce que effectivement Julia Paul a un très fort potentiel. Il manque plus grand chose en fait pour lui permettre de sauter le pas. Alors finalement, je veux dire, on a quand même une belle palette d'artistes si on ramène ça au nombre d'habitants que l'on est. Après, on n'est qu'une petite île de 270 000 habitants. On ne peut pas s'attendre à avoir des millions non plus d'artistes à fort potentiel d'export. Mais là où on voulait sensibiliser avec le travail de Mounir, c'est attention aux musiques qui sont produites sur le territoire, c'est qu'il faut absolument les accompagner dans un développement de traitement sonore qui permet vraiment une actualité, c'est-à-dire d'être au cœur de l'actualité des productions, des musiques actuelles. Et il va parler de ça vendredi 24 août au Centre culturel Tjibaou pour une conférence qu'il animera, Mounir Kabaj, la formation professionnelle, être artiste, développement de carrière et réalité d'aujourd'hui. Et puis cette résidence laboratoire qui a toujours lieu du 25 au 30 août prochain. C'est ça, c'est ça. Alors vraiment, là, l'idée, c'est de... Alors, juste une petite précision, ça n'est pas une conférence qui est proposée le vendredi 24, c'est vraiment une formation qui est à destination des artistes locaux. Il reste encore quelques places. S'ils veulent y participer, ils peuvent nous joindre soit au 28 20 74 ou soit par le site internet du Poémar. Effectivement, ensuite, il y a une résidence qui est proposée. Là, c'est vraiment pour mettre en application ce que l'on préconise, c'est-à-dire la recherche sonore. Du coup, on a invité des artistes de différents domaines, je dirais, enfin avec différentes couleurs musicales. Donc, on a le département de musique traditionnelle et de chant polyphonique océanien qui va venir avec les bambous pilonnants, avec les chants polyphoniques, parce que là, on a une très très belle matière à travailler. On a Rémi Neis, ou aussi appelé Rej, qui est un artiste d'art oratoire, donc qui travaille le slam, le rap en langue, ce qui est assez fort au niveau proposition artistique. On a le groupe Inou qui, lui, va amener plutôt l'aspect mélodique et le folk traditionnel, mélanésien. Et on a Sacha Terra qui, lui, va accompagner tout ça avec des nouvelles technologies, des nouveaux paysages sonores qui relèvent de ce qu'on appelle communément l'électronique. Merci Alexandra Gardner. Merci à vous. Directrice du Poémar.